Donc, ce webinaire spécial éleveur, nous allons commencer par parler de la conditionnalité, dont nous avons parlé la semaine dernière dans le webinaire. Donc, parmi les différents chapitres de la conditionnalité, demain, il y aura plus de conditionnalité, plus de BCAE qu'aujourd'hui, dans le sens où toutes les obligations liées au verdissement, qui sont le maintien des prairies permanentes, le non-labour des prairies permanentes sensibles, c'est-à-dire des prairies permanentes en zone Natura 2000, les 5% de SIE et la diversité de l'assolement. Tout ça, c'était obligatoire pour tous les exploitants hier dans le cadre du verdissement. C'était vérifié pour tout le monde tous les ans. Demain, ça rentrera dans le cadre de la conditionnalité des aides. Et dans cette conditionnalité, donc il y a aujourd'hui, il en existe 7. Donc les BCAE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui demain existeront toujours avec de petites évolutions. Ces petites évolutions, on ne va pas en parler là aujourd'hui parce que c'est la même chose qu'aujourd'hui. Ce dont on va parler, c'est le maintien des prairies permanentes qui concerne tous les éleveurs, et puis donc, les prairies sensibles, et puis l'obligation d'avoir des éléments en surface non productive. On en a déjà parlé un peu la semaine dernière, mais on va continuer à en parler cette année aujourd'hui, pour que ça soit bien intégré. Donc, concernant les prairies permanentes, donc, le ratio, c'est un ratio régional que les exploitants de la région centre doivent maintenir. S'il y a trop de prairies permanentes labourées, il faudra demander l'autorisation à la DDT de pouvoir labourer ces prairies, ou s'il y en a vraiment trop, une diminution de plus de 5%, il faudra réimplanter des prairies permanentes qui ont été labourées. Depuis 2015, c'est déjà ce qui existe. Le ratio a plutôt évolué positivement, mais donc il y a un risque à labourer des prairies permanentes, c'est-à-dire les PPH, les PRL, les prairies rotation longue, tout ce qui était prairies temporaires depuis 5 ans. Tous ces prairies comptent en prairies permanentes et donc il ne faut pas trop en labourer collectivement. Il n'y a plus de référence individuelle. Contrairement aux prairies permanentes sensibles, toutes les prairies permanentes en zone Natura 2000 qui étaient déclarées en 2014 en prairies permanentes sont des prairies sensibles. Il y aura une mise à jour de ces prairies permanentes qui se fera à partir de… On sait que la carte des zones Natura 2000 évoluera. Par contre, est-ce que ce sera les prairies permanentes de 2018 qui seront définies comme prairies sensibles en 2023 et qu'on n'aura pas le droit de labourer? Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Donc, attention aux prairies permanentes en zone Natura 2000. On ne sait pas encore trop où est-ce qu'on va. Concernant la BCAE 8, le maintien des éléments de paysage et l'obligation d'avoir des éléments en surface non productive. Hier, on avait 5% de SIE à respecter pour toutes les exploitations qui avaient moins de 75% de leur surface en herbe. Aujourd'hui, en 2023, il y aura toujours une exemption pour tous ceux qui auront plus de 75% de leur surface en herbe. Mais pour les autres, il y aura une obligation d'avoir soit 4% de leurs terres arables. Donc, les terres arables, c'est la SAU moins les prairies permanentes, ou, si vous voulez, c'est les cultures plus les prairies temporaires. Donc, à partir de cette somme de surface, il faut avoir soit 4% de surface non productive, soit avoir 7% de surface 7% consacré à des éléments ou à des surfaces non productives, ainsi qu'à des cultures dérobées, telles que les dérobés acieux comme actuellement, ou des cultures fixatrices d'azote, telles que les luzernes, les protagineux, produits sans phyto, mais à la condition, comme les SIE aujourd'hui, à condition d'avoir au moins 3% des terres arables en jachère ou en éléments non productifs. Si on prend un exemple concret, si j'ai une SAU de 210 hectares, que j'ai 10 hectares de prairies permanentes, j'ai 200 hectares de terres arables. Donc, on regarde mes 4%. 4% de 200 hectares, ça nous fait 8 hectares. Comme un hectare de jachère normale vaut 1 hectare de IAE, il me faut, pour avoir 8 hectares
d'IAE, il me faut 8 hectares de jachère ou 5 hectares 34 de jachère mellifère parce qu'un hectare de jachère mellifère vaut 1,5 hectare de IAE ou 8 km de haies, étant donné que 1 km de haies vaut 1 hectare. Donc, j'ai soit cette solution-là, soit il me faut 3%, donc 6 hectares que je convertis en jachère ou jachère mellifère ou haies ou autre élément de paysage, plus 4% de surface fixatrice d'azote ou de dérobé SIE, sachant que 4%, donc ça me fait 8 hectares. 8 hectares, comme les dérobés SIE aujourd'hui, 1 hectare de dérobé SIE vaut 0,3 hectares de IAE, ce qui fait que pour avoir 8 hectares pour atteindre mes 4%, il me faut 26,67 hectares de dérobé SIE pour être l'équivalent de 8 hectares de IAE. Pour les luzernes ou les protéagineux sans phyto, il me faudrait 11 hectares 43 de surface en luzerne, étant donné que le ratio, c'est 1 hectare de luzerne vaut 0,7 hectare d'IAE. Les IAE, donc les infrastructures agro-environnementales, ce sont tous les éléments qui sont non productifs, c'est-à-dire en termes de parcelles, ce sont les jachères mellifères, les jachères non mellifères, jachères normales, les bancs de tampons, les bordures de bois, les bordures de champs, les bordures de bois sans production, car les bordures de bois avec production sortent des SIE, des IAE, tout comme le miscanthus, les taillis à courte rotation. Les éléments de paysage tels que les arbres alignés, les haies, les bosquets, les mares restent dans les SIE, IAE. Comme je l'ai dit, ceux qui ont plus de 75% de leur surface en herbe sont exemptés. De même, ceux qui ont moins de 10 hectares de terre arable, ça ne concerne pas grand monde, mais ces personnes sont exemptées. Une nouveauté, les bios sont soumis à cette obligation alors que hier, avec la PAC actuelle, ils n'y sont pas. On reste avec une obligation de maintien des éléments, dans le sens où les haies, les bosquets, les mares sont protégés. On doit interdiction d'arracher les haies de moins de 10 mètres. Elles sont protégées depuis le 1er janvier 2015. Et interdiction de tailler les arbres et les haies durant la période de nidification des oiseaux, qui est aujourd'hui du 1er avril au 31 juillet. Ça ne change pas. J'en ai fini avec la conditionnalité sur les évolutions. Je ne vois pas de questions, donc je vais passer à la suite. Donc, l'évolution des aides sur le premier pilier de la PAC. Donc, aujourd'hui, donc la semaine dernière, nous avons abordé de manière précise tout ce qui a été évolution des DPB, du paiement vert, et donc qu'est-ce que c'est que l'éco-régime qui arrivera en 2023, l'évolution du paiement redistributif. Donc là, je vais reprendre tout ça assez rapidement. Si vous voulez plus d'informations, je vous propose d'aller consulter le webinaire de la semaine dernière. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que le premier pilier de la PAC, voilà tel qu'il est aujourd'hui, avec 44% de l'enveloppe dédiée au DPB, 30% dédiée à l'aide verte, au paiement vert, 10% au paiement redistributif, 1% pour les JA et 15% de l'enveloppe dédiée aux aides couplées. Demain, on retrouve à peu près les mêmes couleurs, ce qui veut dire que globalement, il y a une réforme qui existe, mais que les grosses masses sont à peu près restent, dans le sens où les DPB continuent d'exister. L'enveloppe passe de 44 à 48%, ce qui veut dire que par effet d'enveloppe, la valeur des DPB va augmenter. Le paiement vert n'existe plus, il est remplacé par l'éco-régime. On en parlera un petit peu plus loin. Le paiement redistributif, c'était 10% du premier pilier, ça restera 10% du premier pilier. Le paiement JA évolue un petit peu à la hausse et les aides couplées, animales et végétales, globalement, rassemblent 15% du premier pilier de la PAC. On reste. Par contre, ce qui change un peu, c'est qu'il y ait une petite baisse, c'est 2%. Il y a 2% de différence entre le budget PAC premier pilier 2019 par rapport à celui qui va arriver. Donc, globalement, il y a une baisse globale des aides PAC.
Après, comment ça va se répercuter sur vos exploitations? On va en discuter ensuite. Donc, les DPB, première chose, là, l'enveloppe va augmenter. Donc, les DPB vont progressivement augmenter en 2023 du fait de cette augmentation d'enveloppe. Et l'objectif de cette réforme, c'est aussi de diminuer les écarts entre les DPB les plus faibles et les DPB les plus forts, ce qui va faire que progressivement, les DPB les plus faibles vont augmenter et il n'y aura plus en France de DPB inférieur à 117 €. Et les DPB les plus forts, quand on dit plus fort, c'est au-dessus de 120 € de l'hectare. Donc, ceux-là vont baisser progressivement. Mais aujourd'hui, au niveau de l'Indre, on a plutôt des DPB assez faibles par rapport à la moyenne nationale. Donc, on a des DPB entre 100 et 115 € selon les systèmes. Et progressivement, cette valeur va augmenter donc, en 2023 et en 2025. 2024, la valeur ne bougera pas. Et 2026-2027, les valeurs resteront sur les valeurs 2025. Donc, les DPB vont progressivement augmenter. L'éco-régime qui a pris une place importante dans le webinaire précédent, un exploitant pourra y rentrer par 3 voies. La voie des IAE, c'est-à-dire ceux qui auront plus de 10% de haies sur leur exploitation auront l'éco-régime de niveau 2. Les bio ou les HVE niveau 3 auront ce niveau 2. Ou alors la troisième voie, celle des pratiques agricoles, qui sera sûrement la prédominante par rapport à la facilité pour accéder à cette aide-là, dans le sens où, aujourd'hui, par rapport aux assolements de l'Indre, on voit que 85% des exploitants, sans rien faire, ont déjà accès, avec leur diversité des cultures, à ce niveau 2. Donc, on va partir du principe que, dans nos différents schémas, dans nos différents exemples, que vous serez au niveau 2, étant donné que, pour beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Donc, cette valeur sera normalement entre 76 € de l'hectare et 82 € de l'hectare, valeur maximum payable par la France aux exploitants. Donc, on est parti plutôt sur 76 € de l'hectare. Donc, l'éco-régime remplace le paiement vert, alors qu'aujourd'hui, le paiement vert était un pourcentage de vos DPB qui vous était attribué. C'est-à-dire que si vous aviez un DPB à 100 €, vous aviez 68, 69 € d'aide verte parce que c'était proportionnel à votre DPB. Demain, on n'est plus proportionnel au DPB, on est un montant forfaitaire à l'hectare, ce qui fait que tous les exploitants de France qui sont à un niveau 2 auront un montant aux alentours de 76 € de l'hectare. Le paiement redistributif, donc la troisième aide découplée importante, donc sera toujours sur 52 hectares. Le montant, étant donné qu'il y a une baisse de 2% de l'enveloppe, on passera de 49 € de l'hectare à 48 € de l'hectare, soit une baisse de 50 € pour l'exploitation. Donc, c'est assez stable. Donc, voilà pour les aides découplées. On va passer aux aides couplées, végétales et animales. Donc, je vais laisser ma place. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet « Discussion ». Mais je n'en vois pas. Ça doit être qu'on est clair. Donc, je laisse ma place à Christophe Périgord. Voilà, on se succède, on enlève nos masques, on les reprend. On les reprend, excusez-moi. Voilà, donc moi, je vais vous parler des aides couplées, mais je réinsiste sur plusieurs points que Mathieu vient de vous présenter, notamment les évolutions des DPB. Hein. On a vu que le DPB, c'est la résultante de toutes les aides une fois qu'on a tout enlevé. Ce paiement vert qui se transforme en éco-régime n'emploie plus que 25% des aides alors que 30% au début. Donc, ce qui est assez fondamental, c'est qu'effectivement, il y a un peu plus d'enveloppe pour les DPB. Donc, c'est un levier qui fait profiter l'Indre d'une augmentation de DPB. Et puis, le deuxième levier, c'est la convergence pour des aides. Je fais une petite synthèse de ce que vous a dit Mathieu. Hein, la convergence des DPB, c'est-à-dire que tous
à terme, hein, on n'est pas encore tout à fait à ça, mais à terme, l'objectif, c'est que tous les DPB en France soient tous de même valeur. Et là, on franchit une nouvelle étape. On en avait passé une en 2015. Et ça aussi, ça profite. C'est le deuxième levier qui fait que les DPB de l'Inde vont globalement augmenter. Et ça, c'est assez notoire. Ce n'est pas un élément qu'on avait forcément perçu au tout début des communications sur cette réforme, mais c'est assez fondamental et ça va venir un petit peu contrecarrer ce que je vais vous présenter, maintenant, à savoir les aides couplées. Alors, quand on dit aides découplées, ce qu'on vient de traiter, c'est des aides qui sont attribuées à condition d'avoir une surface, et les aides couplées, c'est à condition d'avoir une production, soit des productions végétales, soit des productions animales. Donc, on va commencer rapidement par les productions, par déjà l'enveloppe budgétaire. Donc, les 15% que vous aviez sur le schéma qui ressemblait avant, que vous a présenté Mathieu, ils sont représentés ici. On est à peu près, alors à la condition budgétaire près, de la baisse de 2% du budget, on est sur une même enveloppe. Donc, 15% pour les aides couplées animales ou végétales. Sauf que ce qui évolue fortement, c'est que l'animal représentait 13% des 15% en 2019 et que là, on va baisser à seulement 11% au profit. Donc, les aides animales vont décroître au profit des aides couplées végétales. Donc, notamment un plan protéines, enfin un nouveau, mais dans la PAC notamment, avec des aides aux légumineuses, aux protéines et aux légumineuses. Donc, un point nouveau, c'est que les lentilles dans le département qui étaient non éligibles à cette aide vont le devenir. La création d'une aide couplée maraîchage, c'est-à-dire que les maraîchers n'avaient jusque-là pas accès du tout à aucune aide de la PAC. Et là, en culture maraîchère, à condition d'être bien dans une dimension de maraîcher, donc au moins 0,5 hectares et 3 hectares, vont se voir attribuer un DPB d'à peu près 1 300 € de l'hectare. Je me tourne vers Mathieu. Ouais, 1 600, même un peu plus, voilà. Mais dans des conditions assez restrictives, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait 4 hectares ne pourrait pas en bénéficier. Voilà. Bon, c'est reconnaître ces producteurs-là qui ne l'étaient pas, mais au fil des réformes, on s'aperçoit que voilà, on reconnaît des productions qui ne l'étaient pas auparavant. Ensuite, on a des autres aides couplées végétales dont l'enveloppe reste à peu près constante. C'est notamment le blé dur, mais dans des zones qui sont loin de chez nous, plutôt le sud de la France, dans des zones dites traditionnelles. Et puis, on arrive au volume d'aides couplées. On commence les aides couplées animales, donc avec une enveloppe sur l'ovin caprin qui est érodée même dans la même proportion que les autres aides bovines. Mais ramener à l'animal, ça va être quand même malgré tout un peu moins marqué. La question des aides couplées du veau sous la mer, on le détaillera tout à l'heure. Et puis la résultante qui concerne en bleu l'ensemble du troupeau bovin, qu'il soit laitier ou allaitant. Et jusque-là, on attribue une aide aux femelles de reproduction, donc des vaches. Et à partir de 2023, on va attribuer une aide à l'UGB, qui est quand même quelque chose d'assez différent dans l'approche. Et on va détailler ça. C'est l'objet premier de ce webinaire aujourd'hui. Voilà. Donc, je reviens dans le détail sur les aides couplées végétales. Donc, les aides aux légumineuses fourragères est maintenue, même un petit peu amplifiée, alors dans les surfaces éligibles, mais pas dans le montant en hectare, puisqu'on était environ 160 € en 2020. L'aide moyenne annoncée 2023-2027 serait à 150 €. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes, à savoir que pour prétendre à ça, un éleveur doit avoir au moins 5 UGB et des hectares de légumineuses fourragères à déclarer annuellement. C'est une aide annuelle, on la demande une année, on ne la demande pas forcément les années suivantes à voir. Ou alors un céréalier qui a un contrat avec un éleveur qui détient lui-même au moins 5 UGB et qui ne demande pas l'aide aux légumineuses fourragères. Voilà, c'est-à-dire que par éleveur, il n'y a qu'une déclaration, soit par le biais d'un céréalier fournisseur, soit par le biais de l'éleveur lui-même. Alors, il y a quand même un point nouveau, puisque des mélanges de légumineuses prédominantes, donc en végétation,
avec des graminées a été éligible au début de la réforme qui se termine jusqu'en 2017. Hein. La première année, c'était éligible et ça ne l'a plus été ensuite. Bon, fait nouveau, effectivement, ces mélanges de légumineuses et de graminées, légumineuses majoritaires et de graminées, redeviendra éligible en 2023, l'année du semis, la première année et seulement la première année. Et puis, alors parfois, oui, quand même, chez des éleveurs, mais pas que, on peut avoir l'aide aux protéagineux, hein, des pois, donc avec une aide à 105 €, ce qui est quand même assez limité par rapport à ce qu'elle était en 2020. Donc, l'objectif, c'est d'avoir plus de surface couverte, donc un budget qui augmente, mais moins d'aide au global à l'hectare. Donc, pois cassés, bien sûr, lupin févrole, et puis des lentilles pour les zones céréalières qui n'y avaient pas droit jusque-là, des semences de petits pois et de mélange de légumineuses. Voilà, mais c'est un peu plus accessoire pour les éleveurs étant plus centrés sur l'aide aux légumineuses fourragères et la capacité à nouveau à pouvoir primer la première année des mélanges de légumineuses et de graminées. Voilà, donc aide couplée bovine, c'est le cœur de notre intervention aujourd'hui. Donc moi, je vais vous donner le cadre de fonction général, hein, et puis Mathieu ensuite vous fera le détail de cette mécanique nouvelle et je reprendrai la parole pour des exemples. Donc, voilà, l'objectif de cette réforme, puisque c'était quand même un choix franco-français, hein, de favoriser un peu plus les aides couplées végétales au détriment des aides couplées animales. Objectif aussi, au travers de cette réforme, et le primer des UGB plus que des vaches, c'est de chercher à valoriser les bovins sur les territoires, favoriser l'engraissement et cette valeur ajoutée, qu'elle soit faite sur le territoire. Donc, additionner des UGB d'animaux reproducteurs à des UGB de finition et ne plus seulement primer des vaches allaitantes et laitières qui étaient un peu considérées comme une prime automatique dès lors qu'on respectait un certain niveau de productivité qui était facilement atteignable. Vous verrez que, en fait, dans les troupeaux de lindre, cette volonté, elle ne s'affiche pas vraiment, puisque il y a un plafond qui est assez net sur les UGB qui limite à 120 UGB primables, soit l'équivalent plus ou moins de 200 vaches allaitantes, alors que par le passé, on allait jusqu'à 139 primes vaches allaitantes. Et donc, dès lors qu'on a 100 vaches, on est déjà au plafond de l'aide. Et donc, l'incitation, elle est somme toute limitée. Et ça représente au moins même plus d'un quart des troupeaux du département qui sont déjà d'emblée au plafond de cette aide de 120 UGB. Ça se veut aussi renforcer des deuxièmes objectifs de législateurs, c'est de renforcer les soutiens pour lutter contre les prises des élevages laitiers, notamment dans certains territoires. Ouais, bon, même si on verra qu'en laitier, ça fait un petit plus, à l'échelle d'un compte de résultat d'une exploitation laitière, ça va rester très accessoire. Et je ne pense pas que ça aura un effet certain sur l'évolution des productions, ces productions-là. Alors, l'objectif 3, c'était de maintenir une aide avec une enveloppe commune entre les viandes, c'est le cas, donc, mais avec un petit une revalorisation des aides laitières financées par l'atelier, enfin le secteur viande. Hein. Même si ce n'est pas l'essentiel de la baisse qui est liée à ça, mais ça, pour les éleveurs allaitants, mais c'est une des parties. Et puis, simplifier la modalité des aides couplées bovines en point 4, notamment pour ceux qui concernent actuellement la distinction des troupeaux mixtes. Bon, les troupeaux mixtes, il n'y en a pas ou plus chez nous, pratiquement plus. Donc, on a l'impression que voilà, il y a eu quand même des lobbying, on dirait aujourd'hui, sur des zones peut-être de moyenne montagne qui avaient ces caractéristiques-là. La simplification des modalités des aides, vous m'en direz ce que vous en pensez à la fin. Je ne partage pas tout à fait, j'en sens sourire mon collègue là. Ouais, non, ce sera un peu moins simple qu'une déclaration avec des vaches. La déclaration sera, elle, simple, de même nature, mais le mode de calcul et l'anticipation et l'optimisation de ces aides, il va falloir y regarder un peu plus près, au moins au début. Et puis, un des objectifs, c'était de déterminer des paramètres de plafonnement qui tient compte des surfaces fourragères. Bon, nous, ça nous
pénalise pas du tout. Les éléments limitants de chargement ne nous gênent pas dans le département globalement. Et l'objectif, c'est de ne pas encourager la spécialisation et l'agrandissement des troupeaux, qui était observé avec là-bas. Bon, on aurait pu dire la même chose avec la PMTVA avant. L'objectif, c'est de concentrer l'aide sur des troupeaux résilients et transmissibles. Alors, effectivement, la transmissibilité des grands troupeaux, c'est un sujet fort, notamment pour vous, éleveurs en fin de carrière, mais on s'en rend compte par tout l'accompagnement qu'on fait à la Chambre d'agriculture et les difficultés qu'on a à trouver des repreneurs. Ça ne va pas encourager effectivement la transmission de ces exploitations-là. Donc, en gros, plus d'une centaine de vaches. Voilà, c'est plutôt handicapant qu'encourageant cette réforme pour ces exploitations-là. Je le dis tel qu'on l'a lu et on le ressent. Bon, pour autant, voilà, il y a quand même quelques leviers à actionner dans certaines situations. Et pour ça, il faut d'abord comprendre la mécanique. Et je laisse la parole à Mathieu qui va vous expliquer cette nouvelle aide. Donc, je vais essayer d'être clair, mais ça ne va pas être simple. Donc, on ne parle plus de primer les vaches, on primera des UGB. Donc, les UGB, ce sont des unités gros bétail, et selon l'âge de l'animal, donc l'animal vaut plus ou moins d'UGB. Je vais commencer par là. Un bovin de plus de 24 mois, de plus de 2 ans, vaut pour 1 UGB. Un bovin de 6 à 24 mois vaut 0,6 UGB. Donc là, on ne primera que les UGB de plus de 16 mois. Donc, ce qui veut dire plus de 16 mois, c'est mes génisses de 18 mois, mes génisses de 2 ans, qui y vont au mâle ou qui sont à l'engrais, mes vaches. Du côté de mes mâles, ça peut être mes taurillons, si j'en engraisse, qui partent après l'âge de 16 mois, mes taureaux, des bœufs, bref, tous les UGB, femelles ou mâles de plus de 16 mois. Ensuite, comme l'a dit Christophe, selon que mes UGB soient des UGB allaitantes, c'est-à-dire de race allaitante ou laitière, ou si je suis spécialisé en engraissement, je n'ai pas le même plafond, c'est-à-dire que je suis plafonné à 120 UGB sur mes UGB allaitantes. Je suis plafonné à 40 UGB, le tout avec transparence GAEC, pour les UGB non allaitantes, c'est-à-dire pour les éleveurs laitiers ou pour les engraisseurs spécialisés. Donc, 2 plafonds, mais aussi 2 montants d'aide différents, dans le sens où l'aide à l'UGB allaitante est plus importante que l'aide à l'UGB non allaitante, c'est-à-dire qu'on commence à 110 € en 2023, et comme l'a montré Christophe, progressivement, l'aide couplée au protéagineux, l'enveloppe augmente au détriment de l'aide à l'UGB, ce qui fait que progressivement, le montant va diminuer. Donc là, le montant annoncé, et on est plutôt sur 104 € plutôt que 110. 110, c'est la valeur maximum qui peut être payée par la France aux éleveurs. On se dit qu'il y aura peut-être plutôt 6 € de moins, soit 104 € en 2023 pour les UGB, et plutôt 93 € en 2027 pour ces mêmes UGB allaitantes. Pour les UGB non allaitantes, on partira de 54-60 € en 2023 pour descendre à 48-54 € environ en 2027. Donc, le montant de l'aide diminuera progressivement. Ce sera une déclaration. Je fais tout le topo et on essaiera de répondre à toutes les questions ensuite. La période déclarative, donc ce qui a été annoncé le 20 décembre par le ministère, ça sera toujours une déclaration entre le 1er janvier et le 15 mai. Et l'effectif qui sera primé sera l'effectif qui sera présent 6 mois après que j'ai réalisé ma déclaration de demande d'aide à l'UGB. C'est-à-dire que je fais ma déclaration au 1er janvier 2023, on regardera les animaux présents au 1er juillet 2023. Si je fais ma déclaration au 15 mai 2023, on regardera mon effectif présent au 15 novembre. Si j'élève des taurillons ou des animaux qui n'ont pas 16 mois à ma date de référence, c'est-à-dire que j'élève des taurillons ou des lyonnaises, des génisses lyonnaises,
c'est-à-dire des animaux, des femelles de 18 mois, que je vais vendre à l'engraissement, enfin, qui vont être abattus. Si ces animaux ne sont pas présents à ma date de référence, il y a un phénomène de rattrapage sur un an précédant la date de ma date de référence. Donc, la date de référence, c'est 6 mois après la date de déclaration. J'ai fait ma déclaration au 1er janvier 2023. On regarde mes animaux au 1er juillet 2023. Mes taurillons ou mes génisses sont partis au 15 mai. Donc, ils ne sont plus présents au 1er juillet. Mais donc, ce rattrapage se fait sur tous les animaux abattus dans l'année précédente. Présent plus de 6 mois sur mon exploitation, ce type d'animaux a été engraissé, présent plus de 6 mois sur mon exploitation. Et les animaux, et je rattrape aussi les animaux qui n'étaient pas éligibles 16 mois, qui n'avaient pas 16 mois à la date N-1, c'est-à-dire au 1er juillet 2022. Donc, mes taurillons, mes génisses venaient juste de naître, ils avaient 6 mois. Donc, ils n'étaient pas primables au 1er juillet 2022. Ils ont eu 16 mois dans l'année. Ils ont été vendus avant ma date de référence. Donc, si je comptais uniquement les animaux présents, ils n'auraient pas été primés. Là, afin de soutenir l'engraissement, étant donné que ça fait partie des objectifs de cette réforme, on rattrape ces animaux qui ont été vendus dans l'année précédant ma date de référence et ils rentrent dans mon nombre d'UGB primable. Si on prend un exemple concret, ce qui sera peut-être plus facile à comprendre. J'ai pris un système vélage d'automne avec des veaux qui naissent de août à décembre, 80 vaches, 20% de renouvellement, donc 16 génisses gardées tous les ans. Je fais ma déclaration au 1er janvier. On va regarder le cheptel présent au 1er juillet. Au 1er juillet, donc je suis 2-3 mois avant mes vélages. J'ai donc des vaches pleines. J'ai des vaches qui sont à l'engrais parce que je ne les ai pas remises au taureau, qu'elles ne sont pas pleines, ou des vaches vides. J'ai mes génisses qui vont bientôt mettre bas, d'ici 2-3 mois. Et puis, j'ai mes génisses d'1 an et demi, donc qui sont présentes, qui valent pour 0,6. C'est pour ça que de mes 16 animaux de 31-35 mois, ces animaux-là valent 16 UGB, que ces 16 génisses de moins de 2 ans valent 0,6 UGB, donc 9,6. Et enfin, j'ai mes 4 taureaux. Donc, ce qui me fait un total de 101,6 UGB. Donc, la première conclusion qu'on peut prendre, c'est-à-dire que dès que je suis à moins de 120 UGB, plus j'ai de renouvellement, plus j'ai de génisses gardées par an, plus j'ai d'UGB sur mon exploitation, plus j'ai de primes. Alors qu'aujourd'hui, on primait uniquement les vaches. Donc, 80 vaches que j'avais 10% de renouvellement ou 30, j'avais la même prime. Demain, si je ne suis pas à mon plafond des 120 UGB, plus j'ai de renouvellement, plus j'ai d'animaux présents, plus j'ai de primes. Enfin, on s'est posé la question, si je fais ma déclaration au 1er janvier ou au 15 mai, qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Ça change dans le sens où j'ai potentiellement mes vaches à l'engrais qui ne sont plus là, mais en contrepartie, j'ai des génisses qui sont passées vaches. Potentiellement, j'ai peut-être des animaux de moins de 16 mois qui vont avoir 16 mois. Donc, globalement, sur un cheptel, ça dépend du taux de renouvellement, ça dépend des vaches à l'engrais, si elles sont engraissées ou si elles partent maigres, si elles sont présentes ou pas à la date de référence. Donc, derrière, pour chacune de vos exploitations, il y aura à réfléchir, à essayer d'anticiper, voire essayer de prévoir 6 mois après combien j'ai d'animaux. Et puis, donc, je suis du 1er juillet au 15 mai. Est-ce que si je suis 6 mois après, donc au 15 novembre,
est-ce que j'aurai plus ou moins d'animaux? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ma déclaration dès le début ou est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse à la fin? Ça dépendra de vos systèmes d'exploitation. On a essayé de simuler différents cas. Globalement, on voit qu'il y a une différence entre 5 et 10% du nombre d'UGB primés selon la date de déclaration effectuée. J'espère que ça a expliqué certaines choses. On va peut-être regarder les questions. Alors, on avait déjà une question aujourd'hui. On a 150 vaches, il n'y en aura que 100 primables. Alors, on ne prime plus des vaches, on primera demain des UGB. Donc, le plafond, c'est 120 UGB maximum, soit, suivant votre taux de renouvellement et les UGB d'engraissement, plus ou moins 100 vaches, et la suite pour un éleveur. Donc, mais pour autant, vous n'aviez pas 150 vaches primées, en individuel, hein, j'entends bien. Vous n'aviez pas 150 vaches primées aujourd'hui, vous n'avez pas 150 vaches primées aujourd'hui, vous n'en avez que 139. Hein. C'était déjà une des premiers, voilà, une limite de la dernière réforme de 2015 qui limitait à 139 vaches, alors qu'avant, on avait des PMTVA, une référence individuelle. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'on avait voilà, 6 ou 16 mois était posée la question. Ouais, c'était les UGB sont comptabilisés. Ceux qui sont comptabilisés sur cette réforme, c'est tous ceux qui sont à plus de 16 mois dans l'enveloppe du GB qui a un plafond de 120. Donc, les animaux de 9 mois le jour de la référence, ils ne sont pas comptabilisés. Pour autant, effectivement, on a une diapo. Pourquoi il y a 6 fois de 6 à 24 mois sur la diapo. Bon, les UGB sont toujours de 0,6, de 6 à 24 mois, mais ne comptent que ceux qui sont à plus de 16 mois, hein, le jour de la déclaration. Voilà, j'espère que c'était Sylvie Petolon qui devait poser la question. J'espère, Sylvie, qu'on a répondu à ta question. Maxime Pion posait la question en N-1, donc les animaux vendus l'année précédente et qui n'ont pas été comptabilisés au dernier inventaire. On compte seulement les animaux sortis en cause B. Ceux sortis en cause E ou M ne sont pas comptés dans les UGB. En fait, en N-1, ne sont comptabilisés que des UGB pour les animaux vendus à la boucherie. Hein, Mathieu me confirme. Voilà, donc ça, c'est les codes de sortie. Moi, je connais un peu moins là, ce que donnait Maxime. Mais voilà, c'est que les animaux destinés à la boucherie. Alors, est-ce que la date de paiement aura une incidence sur la date de paiement de l'aide? Oui, 5 à 10%. Selon on a essayé de schématiser ça selon les différents systèmes et globalement, on se retrouve. Oui, il y a une optimisation possible tant qu'on est en dessous de 120 UGB. Après, la différence, c'est de 5 à 10%. Donc, 5 à 10%, enfin, 10% de 100 UGB, ça fait quand même 10 UGB, donc environ 1 000 €. Donc, ça vaut le coup d'y regarder quand même. Mais donc de 5 à 10% selon l'évolution du cheptel sur l'année. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y aura un différé de paiement, enfin, un paiement identique suivant la date de déclaration? Aujourd'hui, on ne sait pas. Sûrement que le ministère a essayé. Aujourd'hui, il y a un paiement le 15 octobre pour ceux qui ont fait leur déclaration avant le 15 avril, parce qu'il y a la période de détention des animaux de 6 mois, enfin des vaches de 6 mois. Si demain, on fait la déclaration au 15 mai et qu'on va prendre mes effectifs présents au 15 novembre, est-ce que j'aurai un acompte par rapport aux animaux présents au 15 octobre, je ne sais pas moi, un acompte de 70% par rapport aux animaux présents au 15 octobre, ça, on ne peut pas le... Aujourd'hui, on n'a pas la réponse claire par rapport à ça. Voilà, ça, c'est une prime à percevoir fin 2023. Donc, on aura peut-être d'ici là une réponse. Alors, toujours une question, c'est on a un cheptel de 150 vaches, on sera toujours au maximum niveau UGB. Il y aura toujours la transparence GAEC. Alors, à 150 vaches, vous êtes très largement au-dessus des 150 UGB, des 120 UGB, pardon. Hein.
Par contre, si vous êtes en GAEC, oui. Donc, 120 UGB, alors deux par GAEC reconnu, 2 fois 120, 240 UGB. Donc, 150 vaches dans un GAEC, tous les UGB seront primés. Hein, on sera sous le plafond avec certitude. Mathieu sort la calculatrice, mais ouais, je ne prends pas de risque en disant ça. OK, si vous avez d'autres questions sur cette partie-là, parce que c'est la partie la plus technique et complexe, hein, bon, vous pouvez toujours les poser, il n'y a pas de problème. Donc, Mathieu va reprendre le fil. En faisant quelques simulations, ce qu'on se rendait à peu près compte, c'est selon votre taux de renouvellement, c'est-à-dire que si j'ai un système broutard traditionnel qui est dominant sur l'Indre, tant que je suis à moins de 120 UGB, je peux peut-être optimiser ma déclaration si je suis à moins de 120 UGB. Pour savoir si je suis plafonné, on a essayé de se donner des références. Donc, si j'ai un renouvellement d'environ 15%, c'est-à-dire que pour 100 vaches, je garde 15 génisses, pour une vache, cela me génère 1,15 UGB. Donc, je serai rapidement plafonné à partir du moment où j'aurai plus de 104 vaches. Si j'ai 20% de renouvellement, 100 vaches, à partir de 100 vaches, je suis plafonné. Et plus j'augmente mon renouvellement, plus vite en nombre de vaches, je suis plafonné. En gros, on essaye de trouver des repères par rapport à la prime vache actuelle pour essayer de se donner des repères. De même, ça, c'est si je suis en système traditionnel avec production de broutard. Si demain, aujourd'hui, je produis des génisses de 30 mois ou des bœufs. Donc, ma génisse de 30 mois, potentiellement, elle a été primée une première année parce qu'elle avait plus de 16 mois, donc à 0,6. Un an, pour ma catégorie du dessus, donc si je les ai vendus après ma date de référence de leur deuxième année, je les aurais peut-être primés donc à 0,6 et à 1 UGB. Donc, ça veut dire que si j'engraisse 10 génisses par an de 30-33 mois, potentiellement, ça me fait 1,6 UGB par animal, ce qui n'était pas primé aujourd'hui. Et enfin, si j'engraisse des génisses lyonnaises ou des taurillons, j'ai aussi 0,6 UGB par animal. Donc, par rapport à aujourd'hui, donc vous aviez les 50 premières primes, ça c'est les tarifs 2021. Mes 50 premières primes vaches à bas, j'étais payé 167 €, les 49 suivantes, 121 € et les 40 suivantes, 62. Demain, il n'y a plus un différentiel de la première à la 120e. C'est toutes les UGB, toutes les UGB sont primées au même prix. Ce qui fait concrètement pour vos exploitations, j'ai gardé mon 20% de renouvellement avec un cheptel de 60 vaches. Hier, j'avais 60 primes, 60 abats. J'avais à peu près 9 300 € d'aide abats. Demain, à 72 UGB, donc je perds 22%, je descends à 7 200 € d'aide à l'UGB. Pour un cheptel de 139 vaches, donc j'avais tous mes vaches primées, j'avais 16 500, je perds 4 500 €, soit 27% de mon montant sur cette prime uniquement. Après, à la fin, on vous rassurera par rapport au montant que généralement les DPB augmentent, que globalement, ça restera. Il n'y aura pas une différence aussi importante sur vos exploitations, pour vous rassurer. La différence, si je suis en exploitation individuelle ou en GAEC, donc si j'ai 139 vaches, j'ai quasiment 70 vaches primées à 167 € et 70 vaches primées à 100. Non, j'ai 100 vaches primées à 167 € et j'ai 39 primées à 121 €. Ce qui me fait 21 000. Si donc les GAEC aussi sont impactés, dans le sens où la prime à l'UGB diminue et j'aurai donc 166 UGB primés à 16 600 €. Donc, j'aurai aussi une perte de 21%. Certains cas peuvent éventuellement gagner. Ce sont ceux qui engraissent et qui ne sont pas au plafond des 120 UGB, dans le sens où aujourd'hui, si j'ai 60 vaches et que j'engraisse toutes mes génisses,
Aujourd'hui, je suis primé que sur mes vaches, donc j'ai 60 aides de bovins allaitants, 9 300 €. Mais potentiellement, si j'engraisse toutes mes génisses, qui sont primées à 1 an et à 2 ans, enfin 18 mois et à 30 mois, j'aurai potentiellement 10 300 € d'aide à l'UGB. Donc, par ce biais-là, on voit qu'il y a un soutien à l'engraissement. Quelques plafonnements complémentaires qui sont écrits, qui peuvent faire peur et complexifier la chose, mais qui ne concernent que très peu d'exploitants sur le département. Donc, le plafonnement à 120 UGB avec transparence GAEC, on l'a dit. Le nombre d'UGB femelles donc, qui sont primables dans cette prime à l'UGB allaitante. Donc, ce sont que les races allaitantes, c'est-à-dire les mixtes laits, les spéciales laits sont primés dans les UGB non allaitantes. Le nombre de femelles, d'UGB femelles primées est limité à 2 fois le nombre de veaux nés et présents plus de 90 jours sur mon exploitation. Globalement, ça concerne quasiment pas d'éleveurs dans l'Indre, c'est-à-dire que le but de ce plafond, c'est de ne pas primer les vaches qui ne font pas de veaux. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai moins de 0,6 veaux par vache pour avoir un plafonnement de mon aide par rapport à mon nombre de veaux nés sur mon exploitation. Donc, ça concerne très peu de personnes. Et concernant mes UGB mâles, les UGB mâles, donc sur un cheptel traditionnel, j'ai que mes taureaux qui sont primés. C'est limité à mon nombre de vaches. Avec un S, ça aurait été mieux. Quelle que soit la race, c'est-à-dire que si j'ai 60 vaches, je peux primer 60 UGB mâles. Pour y arriver, ça veut dire qu'il faut, ça concerne très peu d'exploitants, acheter des UGB, enfin des mâles à l'extérieur et les engraisser plus de 6 mois sur ma ferme, et que c'est pour des engraisseurs, naisseurs engraisseurs. Ça concerne que très peu d'exploitants. Pour le plafond des 40 UGB non allaitantes avec transparence GAEC, ça concerne tous les autres, donc essentiellement les laitiers, les engraisseurs purs. Comme Christophe en a parlé, donc il y a un chargement limité à 1,4 UGB par hectare de surface fourragère, plus céréales autoconsommées, c'est-à-dire que c'est la même définition que pour l'ICHN aujourd'hui. Donc, ça concerne les prairies, le maïs en silage, les céréales que vous gardez pour vos bêtes. Les UGB, ce sont bien les UGB de plus de 16 mois. Donc, si vous calculez quand vous faites votre déclaration PAC votre chargement ICHN, là, vous pouvez facilement enlever, on va dire 20% de ce montant-là. Parce que dans les UGB ICHN, les UGB comptent à partir de 6 mois. Alors que là, on ne compte que les UGB de plus de 16 mois. Donc, il y a 10 mois qui sont retirés. Tous ces animaux-là, on les enlève, et donc ça ferait un chargement à plus de, on va dire, 1,6, 1,7 au niveau chargement ICHN. Je crois qu'il y a une question sur la transparence GAEC pour quand on est 3. Donc, le plafond, c'est 3 fois 120 UGB. Après, la transparence se fait au prorata des parts sociales. Dans le sens où si j'ai un tiers, un tiers, un tiers, il y aura, on va regarder si j'ai 300 vaches, ça me fait 100 vaches chacun. Donc, avec un plafond de 120 UGB par personne. Donc, je prime tout le monde. Si j'ai un associé qui a 50%, un autre 30%, un autre 20%, on considérera que sur mes 300 vaches, j'en ai un qui en a 150. Donc, celui-là, il a 150 vaches, plus toute la suite, donc dire 180 UGB. Il est plafonné à 120, il ne pourra primer que 120 UGB. Les autres… Il y en a 60 UGB qui ne seront pas primés sur cet associé-là. Et puis les autres, on fera la multiplication et ils auront à peu près tous les UGB qui seront primés, mais voilà, une répartition du capital inégalitaire entre associés peut amener à être au plafond pour certains et pas pour d'autres. Bon, on va pas aller plus dans le détail parce que c'est des cas particuliers
Et ça, vous avez déjà dû être confronté à cette question-là dans les anciennes réformes. Donc là, on a parlé des systèmes allaitants. On va parler maintenant des laitiers. Et je reprends la parole tout en posant mon masque. Voilà. Donc, un plafond de 120 pour les exploitants, 120 UGB pour les allaitants, et puis un deuxième plafond, un plafond pour les laitiers et les engraisseurs, toujours avec transparence des GAEC. Donc, ce qui veut dire qu'un troupeau laitier de 35 vaches, 32-35 vaches, il sera plafonné pour cette aide. Hein. Et si j'ai en dessous, eh ben, ce sera les mêmes règles qu'en bovin allaitant, avec les mêmes règles de chargement et ainsi de suite. Pour les engraisseurs purs, hein, qui, eux, n'avaient aucune aide directe dans les systèmes anciens d'ABA et d'ABL, enfin, toujours d'actualité jusqu'en 2022, ils pourront primer jusqu'à 40 UGB, soit l'équivalent environ de 66 taurillons classiquement. Ils ont cette garantie-là, à condition, malgré tout, de chargement, mais bon, ça reste très minoritaire chez nous et je ne pense pas qu'ils soient contraints par cette condition-là. Donc voilà, un sous-plafond en laitier et en engraisseur pur. On va, voilà, des exemples où on avait l'ABL qui était à 41,30 € et ce sous-plafond-là, laitier ou non allaitant comme il l'appelle, il sera à 60 € en 2023 et dégressif comme les aides allaitantes à 54 € en 2027. Hein, vous voyez quand même une dégressivité. Donc, ce qui fait qu'un élevage, une exploitation individuelle de 50 vaches laitières qui perçoit aujourd'hui 1 640 € d'ABL va percevoir à terme pour 40 UGB 2 280 €, soit un petit gain de 640 €. Alors évidemment, à l'échelle d'une exploitation laitière, ça reste assez faible, on en convient. Sur un GAEC 100 vaches laitières qui percevait avec donc l'ABL 80 ABL aujourd'hui plafonné, donc 3 240 €, qui touchera pour 80 UGB, 2 fois 40, 2 fois le plafond, et qui verra ses aides sur les bovins augmenter à 2 280 €. Bon, c'est un plus et ce n'est pas négligeable, mais c'est epsilon à côté de l'enjeu allaitant. Alors, l'enjeu allaitant, pour revenir un peu en arrière, c'est intrinsèquement sur la perte des aides bovines pour le département, c'est 1 million € en 2023 et qui montera à près de 2 millions € de manque à gagner sur cette aide-là en 2027. Alors, je répète ce que vous a déjà annoncé Mathieu, c'est que sur cette aide. Après, on verra que sur l'ensemble des aides, voilà, il y aura peut-être un peu moins de dégâts que ce qu'on pensait au début du fait de certaines revalorisations. Pour les engraisseurs, donc, on l'a dit tout à l'heure, ces engraisseurs percevaient rien pour une exploitation individuelle de 100 taurillons. Donc, à terme de la réforme, c'est 40 UGB qui seront primables, à condition de chargement quand même, hein, soit 2 200 €, 2 280 €, donc 23 € par taurillon. Et un GAEC 100 taurillons, là qui sera le double plafond, 4 500 €, donc on sera 45 € du taurillon alors qu'on n'avait rien aujourd'hui. Voilà, donc ces aides sont plutôt favorables sur ces schémas-là. Bon, tant mieux, mais ça ne résout pas la question de l'allaitant. On arrive. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Mathieu, là? Oui. Que se passe-t-il si on dépasse le plafond du chargement? C'est-à-dire que si j'ai 120 UGB et que j'ai 150 UGB, mais j'ai 30 UGB qui ne seront pas primés, et puis point à la ligne, il n'y aura pas un montant. Je serai primé uniquement sur 120 UGB. Si j'ai plus, tant pis, elles ne seront pas primées. Je reste éligible à l'aide.
C'est le plafond de chargement. Je n'ai pas la même interprétation que oui, toi, Mathieu. Oui, il va reprendre. Que se passe-t-il si on dépasse le plafond de chargement? Si admettons que mon plafond de chargement 1,4, j'ai 100 hectares de surface fourragère ou céréales autoconsommées, 100 hectares, donc j'ai 140 UGB primables. Tout en sachant que ce n'est pas un bon exemple. Il y aura écrêtement au-delà du chargement, les UGB qui contribueront à dépasser le chargement ne seront pas primés, a priori. Hein, donc, tous les UGB qui vous amèneront au-dessus de 1,4 avec des UGB comptabilisés sur des animaux de plus de 16 mois. Attention. Aujourd'hui, sur le chargement que vous avez l'habitude de voir, il faut comprendre plus d'1,7 aujourd'hui. Donc, si vous êtes à plus d'1,7 aujourd'hui, tout ce qui contribue au-delà de ce niveau-là, ces UGB-là n'auront aucune prime, même si on a sous le plafond des 120 UGB par exploitation ou la multiplication en 4 GAEC. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, qu'on avait répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mathieu? Non. Voilà. Donc, j'enchaîne sur l'aide aux veaux sous la mer. Alors, veaux sous la mer ou veaux bio, donc ça touche quelques exploitations de l'extrême nord du département quand même, qui l'aperçoivent. Donc, c'est une aide couplée versée aux veaux élevés, alors avec un label rouge ou IGP, ou selon les cahiers de charges de l'AB. Et on a aujourd'hui 2 montants de rémunération. Un premier sur des animaux qui sont labellisables, 49 €, c'est-à-dire qui ont les critères, mais qui ne perçoivent pas forcément, qui n'ont pas reçu la labellisation. Donc, ils sont à 49 €. Et ceux qui sont effectivement labellisés sont à 69 €. Demain, l'aide sera unique. Alors, dégressive mais unique, 66 € en 2023 pour terminer à 58 € en 2027. Donc, c'est un gain pour les veaux qui étaient labellisables mais qui n'étaient pas labellisés. C'est une légère perte pour tous les animaux labellisés. Donc, je pense que globalement, dans un élevage, ça devrait être un petit côté positif malgré tout. Voilà, et ça concerne quand même quelques exploitations du sud du département. On est toujours sur les ruminants, mais on va passer aux petits ruminants. Donc, sur les ovins, globalement, les conditions restent les mêmes. Les conditions, c'est même pas globalement, c'est les conditions d'éligibilité restent les mêmes. Donc, pour primer, il faut au moins 50 brebis. Aujourd'hui, déclaration jusqu'à la fin du mois, 31 janvier. On peut, les troupeaux de moins de 500 brebis, il y a une majoration pour les 500 premières brebis. Voilà, même si on a plus, les majorations pour les 500 premières brebis. Donc, on respecte les règles d'identification. On détient au moins 100 jours ces animaux, sauf si on a des possibilités de remplacement par brebis ou agnelle. Et il y a un ratio de productivité qui est à 0,6 agneaux par brebis. Sinon, l'aide est réduite en proportion. C'est un peu le même principe tout à l'heure que le chargement. Et pour les nouveaux producteurs, il y a une majoration de 6 € par brebis durant les 3 premières années. Merci Mathieu. Voilà, donc cette aide de base qui était à 21,90 €, elle sera à 21 € en 2023, mais baissera de 3 € à l'horizon 2027. Donc, il y aura quand même un manque à gagner à ce niveau-là. La majoration pour les 500 premières restera telle que, et nouveaux producteurs également. Donc, l'aide va baisser de 4 à 16% suivant les situations. Et alors, on a des chiffres arrondis. Quand on dit 21 €, ouais, ça ne sera peut-être pas tout à fait ça. Et c'est un peu plus net, notamment en caprin, qu'on va voir tout à l'heure. Parce que les baisses budgétaires, elles sont là aussi sur toutes ces productions-là. Ramener à l'animal, les arrondis font que ça peut masquer un peu quelques petites choses. L'aide couplée sur les chèvres sera toujours active, les mêmes conditions d'accès, donc jusqu'à un plafond de 400 chèvres. Donc, un troupeau minimum de 25 chèvres à déclarer. On respecte les règles d'identification. 100 jours de détention, la même chose avec remplacement par des chevrettes. Alors, l'aide de base serait maintenue ou à peu près, alors je vous dis, c'est l'histoire d'arrondi, à 15 € en 2023 et baisserait d'1 € à compter de 2027. Donc, ça reste des baisses moins marquées que sur les troupeaux allaitants, mais toutefois des légères baisses. Voilà, donc on a terminé sur ces aides couplées. Donc, vous l'avez compris,
Les règles sur les bovins allaitants et les bovins laitiers changent, mais ce n'est plus marqué pour les bovins allaitants et surtout les montants changent. Il y avait une aide progressive, enfin une aide dégressive, c'est-à-dire que les premières vaches étaient mieux primées que les dernières. Là, on parle d'UGB, ils sont tous au même prix. Donc, dans cette baisse-là, tous sont impactés. Alors, certes, les troupeaux de grande taille, on l'a dit, un peu plus d'un troupeau sur 4 dans le département dépasse ce plafond de 120 UGB. Mais c'est aussi marqué pour les troupeaux petite taille qui ont, eux, qui sont marqués à la baisse parce que une prime à 160 € par vache, ce n'est pas une prime à 104 € par UGB. Clairement, il manque des euros sur chaque animal. Alors, la parade, malgré tout, pour ces troupeaux de petite taille, plus petite taille, c'est de pouvoir aller primer d'autres UGB, donc en engraissement, en augmentant le taux de renouvellement. Mais tout ça, ce n'est pas que la prime qui fait une décision de cette nature-là, c'est les marchés, c'est les capacités à recevoir ces animaux, enfin à les conserver un peu plus longtemps. Donc, ce n'est pas seulement une décision de réaction par rapport à une prime, c'est une décision de gestion avec tous les leviers en main mesurés pour s'avancer un peu plus loin sur un nombre d'UGB à primer. Voilà, je vois que Mathieu répond à une question. Sur la notion d'agriculteur actif. Ah oui, la notion d'agriculteur actif, ouais. Alors, la notion d'agriculteur actif, on l'a un peu évoqué la dernière fois. Donc, il y a eu des évolutions au mois de décembre. Le Conseil d'orientation du mois de décembre a fixé, puisque longtemps, on avait dit les exploitants à plus de 67 ans qu'ils aient demandé leur retraite ou pas, ne seront pas éligibles aux aides. Aujourd'hui, on est sur une position, les aides PAC seront accessibles à tous les agriculteurs n'ayant pas fait valoir leur droit à la retraite. Donc, quelqu'un qui n'a pas demandé sa retraite, qui a 70 ans, aura, dans l'état actuel des textes, pourra percevoir les primes PAC. Un exploitant ayant fait valoir ses droits à la retraite et ayant toujours une parcelle de subsistance, les 3 hectares où il fait une déclaration PAC, il avait ses DPB et ses compléments, son paiement vert dessus, n'aura pas, à partir de 2023, n'aura plus accès aux aides PAC, tant être couplé, découplé, animal ou végétal. Voilà, donc tous les retraités avec la parcelle de subsistance. Voilà. Alors, à l'échelle nationale, ça représente les gens qui ont fait valoir qui avaient atteint l'âge légal de la retraite, c'était important. En nombre, c'était 11%. Bon, après, les 11%, c'est très loin de faire ça en surface, hein, évidemment, mais c'était un enjeu et il y a eu pas mal, je pense, de discussions sur le sujet et qui ont abouti à la position éligible dès lors qu'on n'a pas fait valoir ses droits à la retraite, quel que soit son âge. Mathieu, c'est ça, hein? Il est d'accord avec moi, donc c'est bien, on est raccord. Sur l'ICHN, alors l'ICHN, donc là, voilà, 2 changements majeurs, enfin majeurs. Il faut au moins avoir 5 UGB à l'avenir. Pour demander l'ICHN, c'était 3 actuellement. Bon, chez nous, ce n'est pas trop une situation de handicap. Et puis, avant, il fallait aussi avoir son siège d'exploitation en zone défavorisée simple. Chez nous, il n'y a plus de critères de siège. Si vous avez votre siège social en zone de plaine et que vous avez 80% de votre SAU en zone défavorisée, vous pourrez percevoir l'aide. Bon, il y a eu quelques rares cas qui étaient dans cette situation-là, mais ça restait mineur. Donc, stabilité sur l'ICHN, qui est quand même un des points qui a été revalorisé quand même depuis la dernière réforme, hein, et qui a permis aussi d'améliorer un petit peu le volume de compensation depuis 2015. Alors oui, des critères de chargement également sur l'ICHN, mais qui ne bougent pas, hein. Alors, je vous redonne déjà les montants sont maintenus, hein. Donc, tout jusqu'à 75 hectares, on a une indemnité de base sur l'indemnité compensatrice de handicap naturel, zone défavorisée simple chez nous, de 70 € sur chacun des 75 hectares, si on en a 75, et rien au-delà, hein. Et il y a un complément de 85 € sur les 25 premiers hectares et de 56 € du 26e au 50e hectare. Voilà, ce qui fait que quelqu'un qui est au plafond, on est aux alentours de 8006, 8007, et les critères sur les 50 premiers hectares sont majorés de 30% pour les éleveurs à dominance ovin ou caprin. Et puis après, en fonction des chargements, alors ça, c'est les chargements
UGB actuels, hein, ce n'est pas les UGB de la prochaine réforme à plus de 1,6, c'est les UGB à compter de 0,6, donc à compter de 6 mois, pardon. Hein. Donc, la plage optimale pour avoir 100% de l'ICHN, c'est d'être entre 0,6 UGB hectares, mais hectares de surface herbe plus les céréales autoconsommées, jusqu'à 1,4. Hein, donc là, vous avez le maximum de votre ICHN. C'est minoré dès lors qu'on est entre 0,35 et 0,6, on perd 10%. Et à moins de 0,35 UGB, ce qui est extrêmement rare, on n'est plus éligible à l'ICHN. Et de l'autre côté de l'échelle, on est minoré, donc dès lors qu'on est entre 1,4 et 1,8 UGB, on ne touche 90% de l'ICHN. Et au-delà d'un 8 UGB sur les bases de calcul actuelles, on n'est plus éligible. Voilà, ça c'est des règles, c'est des rappels, c'est des règles qui existent et que vous connaissez de longue date maintenant. La transparence. Alors la transparence, oui, de l'ICHN sur les GAEC, voilà, elle est maintenue. Comme moi, ça me paraissait évident. Mathieu me reprécise, effectivement. GAEC à 2, c'était une question, c'est pas Mathieu. Vous avez raison. Donc, transparence GAEC, elle vaut pour toutes les aides couplées. La transparence, elle vaut pour toutes les aides plafonnées. Donc là, voilà, l'ICHN pour une exploitation en zone défavorisée de 150 hectares, c'est le plafond pour un GAEC à 2 associés. Voilà, transparence pour cette ICHN, effectivement. Ok, bien. Une question. Il y aura 2 calculs différents entre l'ICHN et la prime à l'UGB. Oui, dans le sens où, d'un côté, pour l'ICHN, les UGB qui comptent, c'est toutes celles qui ont plus de 6 mois. Et pour la prime à l'UGB, ça sera tous les UGB de plus de 16 mois. Donc, il y aura bien 2 calculs différents. La surface sera la même, mais le nombre d'UGB sera calculé de manière différente. Parce que ce ne sera pas les mêmes animaux qui compteront. Voilà, parce qu'on prime des animaux de plus de 16 mois à la prime à bovine et on prime, enfin, on compte tous les UGB, quels qu'ils soient, pour l'ICHN. Alors, voilà, je vous disais que la simplification n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Alors, il y a d'autres questions, Mathieu? Non. Voilà, plus de questions. Donc, on va passer. On a 2 diapositives sur l'agriculture biologique. Donc, Mathieu va vous les présenter. Concernant l'aide à l'agriculture biologique, donc aujourd'hui, au niveau. Donc, il existe l'aide à la conversion bio qui est financée par l'État. Et depuis un an, 2021 et 2022, il y a des fonds qui sont via le plan de relance qui permettent de soutenir les exploitations via l'agriculture bio, via l'aide au maintien à l'agriculture biologique. Sinon, cette aide-là n'est plus aidée par l'État depuis 2 ans. Donc, les montants pour l'aide à la conversion bio, globalement, ne changent pas. C'est-à-dire qu'un exploitant qui a les montants pour un éleveur, tout ce qui est herbe, avec une obligation d'avoir des animaux, donc il y a une aide de 130 € de l'hectare. Il faut que les animaux soient bio entre la 2e et la 3e PAC. Et donc pour un polyculture éleveur, il y a aussi donc une aide pour les céréales oléoprotagineux de 300 € à l'hectare aujourd'hui, qui montera à 350 € par hectare à partir de 2023. Donc, il y a une augmentation de cette aide à l'aide à la conversion bio. Dans les céréales oléoprotagineux, il y a aussi les légumineuses fourragères qui rentrent dans cette aide-là. C'est-à-dire que si j'ai une prairie riche en légumineuses avec 70% de trèfle et puis un peu de graminées, je peux aussi primer ces parcelles à 350 € de l'hectare. Les aides à la conversion bio seront bien pour une durée de 5 ans. Donc, j'aurai bien cette aide-là pendant 5 ans. Par contre, aujourd'hui, le plafond au niveau régional qui est de 20 000 €. Demain, à partir en 2023, tout ce qui est plafond sur les aides conversion bio ou sur les MAE, aujourd'hui, on n'a aucune information sur les plafonds qui existeront demain. Donc l'aide à la conversion bio continue d'exister
un peu revalorisé, mais pour les petites structures, si le plafond reste le même. Aujourd'hui, au niveau national, il y a des plafonds selon les régions entre 15 et 20 000 euros. Et puis l'aide au maintien à l'agriculture bio n'est toujours pas soutenue. Il n'y a pas d'aide au maintien de l'agriculture biologique. Par contre, le crédit d'impôt, chaque exploitant qui ne demande pas les aides bio via la PAC a le droit à un crédit d'impôt qui était de 3 500 euros par exploitant. Donc, ce crédit d'impôt passe à 4 500 euros à partir de l'année prochaine. Donc, il n'y a pas une aide via la PAC, il y a une aide au maintien de l'agriculture bio via le crédit d'impôt. Je crois qu'il y a quelques questions. Oui, c'est sur le binaire, j'ai répondu. Donc, OK. Donc, comme quoi les webinaires sont enregistrés et seront disponibles sur le premier, celui de la semaine dernière, qui parlait précisément de la conditionnalité des DPB, de l'éco-régime, des aides couplées végétales. Donc, celui-là, il est déjà en ligne depuis fin de semaine dernière sur le site de la Chambre. Et celui-ci qu'on est en train d'enregistrer, il sera disponible d'ici un jour ou deux sur le site de la Chambre. Donc, sur la première page d'accueil, vous pourrez retrouver, vous verrez le drapeau européen avec écrit PAC. Vous cliquez dessus et vous trouverez le lien pour visionner le webinaire. Donc, il y a une autre question. Pour avoir le plafond maximal en ICHN, toutes les céréales produites sur l'exploitation doivent être autoconsommées. Donc, après, c'est une histoire de plafond, c'est-à-dire que dès lors que je suis à plus de 75 hectares par associé, que ça soit autoconsommé ou pas, une histoire de chargement, il faut être cohérent, c'est-à-dire que mes surfaces autoconsommées, je dois les noter autoconsommées dans ma déclaration PAC pour qu'elles comptent comme autoconsommées, pour avoir un chargement cohérent. Et après, ça dépend de l'exploitation. On déclare que ce qu'on autoconsomme. Et qu'on a capacité à stocker également. Les critères de contrôle aujourd'hui pour l'ICHN sont la capacité de stockage sur la ferme ou si je stocke à la COP ou chez mon négoce, il faut pouvoir justifier que mon négoce ou ma COP peut me rendre mes tonnages de céréales. On va passer à l'incidence économique sur les différents systèmes qu'on a présentés. On change d'interlocuteur. Voilà, notre petit jeu de chaises musicales et de masques. Et donc, voilà, ça doit être un peu confus dans vos esprits. On vous a dit les DPB augmentent, les aides animales baissent, le reste c'est constant. Voilà. Il y a des plafonnements. Donc, on a essayé de synthétiser sur 4 systèmes en bovin pour voir les incidences classiques et puis les incidences de l'ensemble de cette réforme et puis un système ovin et caprin qui sont examinés. Voilà, pour que vous ayez une vision un peu plus précise de les enjeux pour des exploitations comme on en a chez nous. La première, c'est un GEC, alors on est en production allaitante, vache allaitante. Attendez, j'enlève mon petit bandeau, voilà. Et là-dessus, un GEC de 175 hectares avec 140 vaches, donc qui était au plafond des aides possibles, 139 plutôt que 140, et qui vend du broutard et de la génisse finie à 32 mois, qui a 20% de renouvellement. C'est 175 hectares, c'est 150 hectares d'herbe et 25 hectares de culture. Alors, premier point, c'est qu'on est quand même sur des DPB issus d'exploitations essentielles, des surfaces essentiellement fourragères. Donc, tout ça avec un historique de DPB assez faible à la base sur ces exploitations-là. Donc, un DPB qui va passer de 4 avec l'effet convergent, les deux leviers qui font que les DPB augmentent. On converge à un degré supérieur par rapport à la moyenne nationale
pour voilà, ceux qui sont en dessous et ceux qui sont au-dessus. Nous, au-dessus de la valeur moyenne nationale, nous, on est en dessous. Ce qui fait qu'un DPB là, plutôt faible, même dans notre département à 98 €, va progressivement passer à 105 €, puis 117 € en 2027, par l'effet convergence et par l'effet que l'enveloppe qui est attribuée au DPB est au final un peu plus importante qu'avant. Donc, on va gagner un peu plus de 2 000 € sur cet aspect-là, 2 200 € en 2023. Et puis, c'est encore de 2 200 € qui seront supplémentaires en 2027. Alors, l'aide verte avant, donc 12 250 €, qui était en gros 70%, vous l'a dit Mathieu, de la valeur du DPB. On va passer en éco-régime de niveau 2. Donc, on n'a pas fait le détail des éco-régimes, mais ça veut dire que c'est un exploitant avec des surfaces fourragères qui conserve la grande majorité de ses surfaces fourragères tout le temps. Donc, à ce titre-là, il est éligible au meilleur niveau de l'éco-régime. Et donc, par le fait que l'éco-régime, c'est le même pour tout le monde dans toutes les exploitations françaises à 76 € ici, alors que les 70% de 98 €, c'était inférieur au global, et il y a 1 000 € de gains sur ces éco-régimes pour cette exploitation-là. Le paiement redistributif, il est légèrement érodé d'1 € par hectare, en gros. Alors, l'aide de vache hier, l'aide à l'UGB aujourd'hui, là, effectivement, c'est des moins sur cette exploitation-là. Hein. On perd 1 500 € en 2023, et puis 2 500 € pardon, en 2023, et puis à nouveau près de 2 000 € en 2027. Donc, c'est quand même très pénalisant quand on observe que cette aide-là. Les ICHN constants, là on est en GAEC, donc deux fois le plafond. Et donc, c'est une exploitation qui percevait 74 000 € d'aide en 2021, qui va être près de 75 000 en 2023 et légèrement au-dessus de 75 000 en 2027. C'est-à-dire que l'augmentation des DPB est absorbée par la diminution des aides bovines dans cette exploitation-là. Et ça absorbe également la diminution des aides bovines, le plus qu'on peut avoir sur l'éco-régime par rapport à l'aide verte au départ. Donc, quand on observe que, et globalement sur le département, c'était bien ça au tout début de la réforme, que l'aide à la vache transformée en aide du GB, ce n'est pas bon du tout pour cette exploitation-là. Et donc également pour toutes les exploitations bovines, mais encore de manière plus marquée pour les exploitations qui sont plafonnées, quoi, hein, et on est dans les 21% là-dessus. Voilà. Il se trouve que sur cette exploitation-là, qui en GAEC bénéficie de tous les UGB primés, c'est un léger gain sur cette période-là. Donc, si on observe par contre un exploitant individuel, le même cas, la même exploitation, mais ce n'est pas un GAEC, c'est un exploitant individuel, et qui, sur la ligne des DPB, pas de différence, hein, c'est la même chose qu'on soit en GAEC ou en exploitation individuelle. L'ICHN, elle est la même avant et après. Par contre, l'aide à la vache est fortement impactée. Hein. On perd plus de 4 000 € en 2023 sur l'aide à la vache. Ce qui fait que pour cette exploitation-là, toute incidence, c'est 4 500 € de perdus en 2023. Et la convergence et l'augmentation des DPB tamponnent un tout petit peu de 1 000 € à l'échelle 2027, cette baisse. Mais c'est quand même, à l'échelle 2027, 4 500 € de manque à gagner par rapport à la situation initiale. C'est 23 € de l'hectare. Voilà, dès 2023, la baisse est un petit peu limitée en 2027. C'est typiquement le type d'exploitation qui sont pénalisés par cette réforme, parce que même si les DPB bougent, l'impact sur la prime vache, quand on est plafonné, ou au-delà du plafond, donc 21% des exploitations, elle est marquée et supérieure à tous les bonis qu'on peut trouver de par ailleurs, tant sur les éco-régimes que sur les DPB. Voilà, ça c'est quand même fort. Et la capacité de réagir, tous nos UGB sont primés, donc on est déjà au-dessus des plafonds. Donc, on n'a pas de capacité à dire je mets moins de vaches ou j'engraisse, ça ne changera rien à l'aide globale perçue. Donc, ça veut dire qu'effectivement, sur ces exploitations-là,
ça mérite de jeter un coup d'œil, d'avoir une réflexion sur le système en lui-même, son évolution, les gains qu'on peut encore avoir en matière de maîtrise de charges, de diversification de nos productions. Voilà, parce que là, on sera pénalisé et pas moyen de trouver des parades sur les aides qu'on nous propose. Alors, il y aura la question aussi un petit peu sur les aides liées aux légumineuses fourragères qui n'étaient plus accessibles, mais à l'échelle d'une exploitation, ça va ne boucher qu'une faible partie du déficit qu'on constate. Voilà, c'est bien là les exploitations les plus touchées, et j'insiste un peu sur ce sujet-là. Deuxième exemple, sur un polyculteur éleveur, 200 hectares sans vaches, production de maigres, de broutards et de laitonnes, avec un taux de renouvellement à 20%, 2/3 de la surface en herbe, en gros, et 60 hectares de culture. On aurait même pu mettre un S sur culture. Les DPB, là, on parle d'un niveau supérieur parce qu'on avait quand même déjà des DPB de culture à l'origine, un peu. Mais la convergence fait que sur cette exploitation-là, on va avoir un gain de 2500 €, 2600 € entre 2021 et 2027, avec une progressivité 2023. L'aide verte remplacée par les éco-régimes est légèrement favorable, on prend 600 € par rapport à l'aide verte. Le paiement redistributif, ouais, on aurait pu même la mettre quelques euros de moins, mais c'est epsilon. Et les 100 vaches perdent 1500 € d'aide dès 2023 et on repère encore 1400 € sur la période 2023-2027 pour une ICHN qui est à peu près constante à 8000 €. Donc là, c'est une forme d'équilibre autour de 61 000 € avant et après réforme. Ce système-là est pénalisé sur l'aide bovine, mais le poids de l'aide bovine étant inférieur sur la surface globale, on trouve un complément sur les DPB et sur les éco-régimes qui compense cette baisse d'aide bovine. Donc, on est à peu près à l'équilibre sur cette structure-là. Polyculteur éleveur avec un troupeau de 100 vaches. Voilà, ça prend un peu forme là, dans votre esprit sans doute, les incidences sur les différents chapitres. Et on a un troisième exemple d'un polyculteur éleveur, là encore, plutôt éleveur, de 70 vaches allaitantes, là encore avec du maigre, 20% de renouvellement, 80% de surface consacrée aux bovins, 100 hectares d'herbe, une centaine d'hectares d'herbe, pardon, et 20 hectares de culture. La convergence des DPB, là, on part de 108, on monte à 121. Alors, d'une exploitation à une autre, on peut avoir des valeurs de DPB différentes. La convergence, elle est parfois moins marquée, mais il n'y a pas des écarts. Le gain, il est vrai quasiment pour tous les éleveurs. Les éco-régimes sont un peu mieux que le paiement vert à 300 € près. Le paiement redistributif à l'identique. L'aide vache perd 1800 € dès 2023 et perd encore 900 € en 2027. Là encore, c'est quasiment, voilà, il y a un petit moins, mais ça reste epsilon sur le total. Ce n'est pas très marqué, dès lors que si on peut arriver à primer quelques hectares de légumineuses fourragères avec des… Voilà, si ce n'est pas déjà le cas, on pourra un peu combler ce déficit d'aide globalement. Donc, c'était un troisième exemple bovin pour vous le marquer. Et puis, on enchaîne sur des systèmes ovins. Un système ovin de 600 brebis sur 150 hectares, un peu plus des 2/3 de l'exploitation en herbe et le reste en culture. La convergence de DPB de valeur, voilà, un troupeau ovin, on va au moins à 117, ça c'est la base que tout le monde aura en 2027, quand on converge vers le haut, quoi, quand on a des DPB plus faibles. Donc là, c'est quand même un gain de 2500 € sur les DPB, sur les 150 hectares. L'aide verte, là encore, je vous l'ai déjà expliqué, le gain est à 1200 € parce que les DPB de départ sont plus faibles, hein, et que l'aide verte était sur la valeur des DPB et que maintenant c'est un forfait pour tous les éco-régimes de niveau 2 à 76 €. Là, on est encore au minimum. Peut-être que là, il y aura un petit plus sur le sujet.
entre 76 et 82, sans doute pas 82, mais sans doute pas non plus 76. Le paiement redistributif à l'identique, l'aide caprine, un tassement en 2023 de 500 € qui est plus marqué dès 2027. Alors, vous me direz, on a mis 15 €, mais c'est les arrondis. C'est les ovins, là, je me suis trompé. Ah oui, pardon, c'est une aide ovine. C'est une aide ovine, oui. C'est une aide ovine, là, vous disiez ovin, pas caprin. Voilà, c'est mieux ça, oui. Donc, effectivement, un tassement de l'aide ovine qui fait de 2300 € à l'horizon 2027, ce qui n'est pas rien. Et l'ICHN, un niveau constant. Vous voyez la majoration de l'ICHN sur les premiers hectares qui est présente, donc 9300 €. Et on a un gain de 1700 € sur l'ensemble des aides en 2023, sur cette exploitation spécialisée ovine. Et ce gain est un petit peu diminué à l'horizon 2027 du fait de la baisse de la prime ovine supérieure à l'augmentation de celle des DPB. Mais voilà. Quand nos aides animales sont impactées, mais à niveau plus faible qu'en bovin, on retrouve des équivalences, voire des choses légèrement supérieures. Ça, on n'a rien mis en parallèle sur les aides couplées végétales qui pourraient être accessibles également. Et là, on a bien des aides caprines, donc sur une exploitation de 130 hectares de 300 chèvres, 35 hectares d'herbe et 95 hectares de culture. Donc, c'était quand même plutôt tourné. Voilà, on a une exploitation caprine, mais adossée fortement à un atelier grande culture. Donc, des DPB au départ de niveau supérieur qui montent de 110 à 122. Et ça fait un gain de 1500 € sur les DPB, sur les 130 DPB. L'aide verte légèrement majorée les éco-régimes légèrement majorés par rapport à l'aide verte d'une centaine d'euros du fait d'un EPB plus fort au départ. Le paiement redistributif à l'identique, l'aide caprine impactée sur 2027 à 4200 €, donc elle perd 300 € et une ICHN constante. Donc là, une revalorisation des aides de 1000 €, donc environ 3% en 2023, et puis maintenue à horizon 2027. Donc en petit ruminant, alors chaque exploitation étant différente, mais on n'aura pas des écarts terribles. Il y a maintien à minimum, voire un léger gain sur l'ensemble des aides. En laitier, en bovin lait, on n'a pas remis d'exploitation, mais vous l'avez vu, comme les aides sont majorées, c'est un petit plus de ce côté-là et un gain aussi sur les DPB. Donc, on sera sur des choses sans doute semblables à ce que vous avez sous les yeux. Voilà, le point noir, c'est les exploitations d'élevage allaitant et plus marqué sur les plus grandes tailles qui sont limitées à 130 à une centaine, à 120 UGB, donc environ plus ou moins 100 vaches, que vous avez dit Mathieu tout à l'heure, mais aussi les troupeaux de plus petite taille qui, eux, comme les premières vaches étaient mieux rémunérées en prime, et que tous les UGB sont la même valeur, ça a un impact également. Mais là, sur ces derniers, avec peut-être quelques capacités à pouvoir réagir, ce qu'on n'a pas sur les plus grandes structures. Voilà, j'ai fini de vous présenter les exemples. Est-ce que ça suscite des questions, Mathieu, dans notre chat? Pas de questions. Pas de questions. Serait-ce qu'on vous a assommé de chiffres et de données? Tout le monde est encore là. Donc, c'est pas… Voilà, c'est… Bon. Alors, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé voilà, votre situation personnelle et les connaissances que vous aviez, compléter les connaissances que vous aviez. Bon, on aura d'autres formes de communication, donc notamment sous forme d'information, on va entamer, alors si les mesures sanitaires nous le permettent, des réunions en présentiel, conjointement avec la DDT, sur les après-midi de fin de février, début mars. Donc, on aura à Coin, il me semble qu'il y a un S à Coin, non ? Peut-être, je ne sais pas. Ouais. Le 22 février à Coin, à 14h-17h à la salle des fêtes. Donc, présentation conjointe. Alors, on prendra les éléments suivant les zones. Donc, on parlera moins de bovins viande à Coin, mais un peu plus d'éco-régimes. On parlera des éco-régimes partout, mais on insistera un peu plus en bovin viande, par exemple, à Montgivray le 24 février, Argenton le 28 février.
également à Ronay le 1er mars et on sera le 3 mars à Valençay si ce n'est pas plus dégradé qu'aujourd'hui ou sans doute moins, j'espère. Alors, c'est aussi ces 2 webinaires. Donc, je l'ai dit au début, on l'a rappelé, ces 2 webinaires. Alors, le premier qu'on a fait, là, notamment plus tourné sur les aides découplées, les éco-régimes, il est en ligne sur le site de la Chambre d'agriculture. On vous l'a redit, vous allez sur le site internet de la Chambre d'agriculture, la page d'accueil, la cartouche qui est à droite, le petit drapeau de l'Europe, l'encart pack, ça vous amène sur un lien qui vous amène jusqu'à YouTube et puis vous nous reverrez. Je suis désolé, c'était Mathieu et moi qui avons présenté encore le premier et vous verrez celui qu'on fait aujourd'hui. Il va pareil, il sera en ligne sans doute dès demain, voilà, sous 24-48 heures. Alors, également des formations alors plus tournées vers la grande culture sur une base d'une demi-journée ou éleveur une journée là qu'on va mettre en place en février-mars. Donc, on a déjà des sites ciblés, La Châtre, Écueillé, Le Blanc. Si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir et vous pouvez vous inscrire directement. Enfin, vous pouvez nous le faire savoir sur le mail entreprise@1.chambagri.fr. Et puis, il faut que je déplace mon petit écran parce que j'en ai remis dessus, moi. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir des prestations avec des conseillers chambre d'agriculture, prestations individuelles pour le calcul de vos éco-régimes, pour le calcul des incidences, tel qu'on l'a vu sur les exemples que j'ai décrits tout à l'heure. Et puis, on mettra assez rapidement une calculette en ligne également pour le calcul des éco-régimes et vous expliquer des extraits de webinaires pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, on en arrive au terme de notre présentation. Donc, si vous avez encore quelques questions, il faut les poser. Sinon, vous avez vu, vous aurez l'occasion d'en poser d'autres de par ailleurs. Alors, Mathieu, il y en a une qui est arrivée. On va regarder les discussions. Que se dit-il ? Sur l'éco-régime et sur le non-labour des prairies permanentes. Pour bénéficier de l'éco-régime au niveau 2, sur mes prairies permanentes, je dois labourer moins de 10% de mes prairies permanentes, ce qui correspond, et dans mes prairies permanentes, c'est bien mes PPH, mes PRL, mes PPH et mes PRL. C'est-à-dire que tout ça, c'est bien mes prairies permanentes. Donc, c'est bien 10% de PPH plus PRL et pas au-delà. Sur l'année précédente. Par rapport à celle de l'année. C'est-à-dire que je regarde mes PPH, mes PRL sur 2022 et il faut que je maintienne, que je ne laboure pas plus de 10% de ces surfaces-là pour garder mon éco-régime de niveau 2. Par rapport à 2021. Je regarde 2022 pour ma PAC 2023. D'accord, voilà. Oui, on regarde l'année précédente. C'est l'année, ce que vous déclarez l'année au regard de l'année précédente. Il ne faut pas baisser de plus de 10% votre surface en prairie permanente. Voilà, ce qui est quand même assez rare dans nos systèmes. On voit rarement ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question ? On n'en a pas, on a des remerciements. On a des remerciements qu'on va vous retourner. Voilà, merci d'avoir participé. Ce n'est pas toujours très évident. On sait que c'est beaucoup moins interactif qu'une réunion physique. Voilà, on fait avec les conditions du moment. Voilà, faites savoir autour de vous. Enfin, il y aura des communications, qu'il y aura des réunions d'information avec les mesures sanitaires ad hoc et que petit à petit, il faut que tout le monde se saisisse de ces questions-là pour savoir comment chacun est positionné et comment se dérouleront les années à venir sur le sujet. Voilà, il me reste à vous remercier au nom de toutes les équipes de la Chambre d'agriculture, de Mathieu, de moi-même. On vous remercie d'avoir participé et on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous.